Les couilles sur le réservoir. Une émission animée par Doud. Ça va péter! Hier, sur à peine 6 km de route, j'ai failli mourir au moins 4 fois. Entre les refus de priorité, les clignotants fantômes, les courses de dragster en SUV pour aller chercher le petit Pierre-Emmanuel à son cours de flûte, évidemment en plein centre-ville. Et on terminera avec la cerise sur le Sunday, c'est-à-dire le trou noir du code de la route. Je parle bien évidemment des ronds-points. Bref, une journée qu'on peut qualifier de tout à fait normale en France pour un motard. Et alors, à chaque fois, me vient la même réflexion. Je me dis, on n'a peut-être pas tous passé notre permis à la même époque, mais si on est derrière un volant ou un guidon sur la voie publique, c'est bien parce qu'on a obtenu cet examen, non? Alors, comment c'est possible que malgré cet examen, on n'arrive pas à rouler de façon correcte, à se mettre d'accord et surtout à éviter de mettre les autres en danger ou se mettre soi-même en danger? Mais alors, cette phrase qui nous dit que le diplôme ne garantit pas du tout les compétences, eh bien, serait-elle alors vraie? On va même pousser le curseur un petit peu plus loin en questionnant la valeur des diplômes en France. Et pour en discuter, je vais même vous illustrer ça avec l'histoire de Thomas Salm qui va nous montrer que la corrélation entre diplôme et compétences n'est absolument pas si évidente que ça. Moi c'est Doud, bienvenue dans mon émission Les couilles sur le réservoir, saison 3, épisode numéro 1. Je suis très heureux de vous retrouver une fois de plus. Pensez également à notre site internet sur lereservoir.fr. Comme tous les mois, il y a tout un tas de nouveautés à découvrir. Et comme d'habitude, vous pouvez me retrouver sur Instagram et TikTok sur le réservoir. Et surtout, n'oubliez pas les 5 petites étoiles sur votre application d'écoute favorite. On est en 1977. Un petit garçon suédois du nom de Thomas passe ses journées collé aux grilles de l'aéroport avec son père, qui est lui-même pilote d'avion privé, et tous les deux font ce que l'on appelle du plane spotting, c'est-à-dire qu'ils passent leur temps aux abords des aéroports à photographier les avions, que ce soit sur le sol ou en vol. C'est à partir du moment où Thomas peut mettre ses pieds sur les palonniers. Alors les palonniers sont ces deux pédales que l'on retrouve dans un avion au poste de pilotage qui permettent tout simplement de diriger l'avion vers la droite ou la gauche de façon très simplifiée. Et c'est donc à ce moment où les pieds de Thomas touchent les pédales qu'il peut enfin prendre place dans l'avion avec son père, car ces pédales étant indispensables au bon pilotage de l'avion. Après un brief assez rapide du père de Thomas, il lui laisse les commandes, et c'est là qu'il s'aperçoit que Thomas a juste un don naturel au pilotage. Tout se passe très bien, il est calme, il est sérieux, il est appliqué à la tâche, il surveille bien ses abords, bref, il a le comportement normal d'un pilote. C'est à partir de ce moment-là que l'aviation ne quittera plus Thomas Salm et son objectif sera désormais simple, devenir pilote de ligne. Mais voilà, pilote de ligne, le problème c'est que ça coûte cher, très cher, et surtout vous n'êtes pas certain derrière d'avoir du travail une fois avoir dépensé tout votre argent. Et là-dessus, les parents de Thomas ne peuvent pas l'aider. Alors Thomas va se mettre à travailler très dur, jusqu'à économiser chaque petit sou qu'il gagnera. À partir du moment où il a assez d'économies, il se paiera même une licence de pilote privé, comme son père, licence qu'il aura tout naturellement de par ses très bonnes compétences de pilotage, et il ira même jusqu'à s'offrir un des tout premiers simulateurs de vol, Flight Simulator, sur ordinateur. Alors, petit rappel pour vous expliquer que devenir pilote de ligne, ça ne se fait pas comme ça, que l'on ne va pas chez un marchand, acheter sa licence et qu'on en ressort avec une petite carte. Non, pour ça, ça se fait par étapes. Vous devez passer d'abord une licence de pilote privé. Une fois que vous avez cette licence de pilote privé, avion ou hélicoptère, ce n'est pas grave puisque le schéma est le même, vous devez faire une licence de pilote commercial, avion-hélicoptère, toujours au choix. Et une fois cette licence de pilote commercial passée, vous devez passer tout simplement des qualifications. Qualifications pour du multi-engine, donc c'est-à-dire piloter non pas un moteur mais 2, 3, 4, puisqu'une licence privée ne vous autorise qu'à un seul moteur par défaut. Et suite à ça, vous devez aussi passer la qualification vol aux instruments, ce qu'on appelle l'INRAT. Ensuite, vous devez passer la qualification vol de nuit, puisque oui, les avions de ligne, ça vole la nuit, et ainsi de suite. Donc à chaque fois, vous devez payer de votre poche ces qualifications-là jusqu'à ce que l'on appelle l'ATPL. L'ATPL est la licence de pilote de ligne. Et ça, depuis que ça a été mis en place, ça n'a quasiment pas changé. Aujourd'hui, les règles sont toujours les mêmes, à quelques différences près,
mais c'est toujours la même chose. Un jour peut-être j'en parlerai beaucoup plus en détail puisque ça a donné lieu à certaines dérives qui ont été odieuses, mais vous comprenez maintenant que devenir pilote de ligne, ça quasiment depuis le début où ce métier existe, eh bien ce n'est pas de tout repos et surtout que ça coûte très cher. Après vous pouvez avoir de la chance et rentrer dans une compagnie avec juste un CPL, donc c'est juste la licence commerciale qui vient après la licence privée, et vous faire financer par cette même compagnie. Mais là, on est vraiment dans des cas très rares. En tout cas, en Europe, ça n'existe quasiment plus. Mais revenons à notre Thomas. Les années passent et Thomas, un jour, voit que la compagnie scandinave SAS cherche des pilotes. Il tente sa chance, mais malheureusement, n'ayant pas eu assez d'argent pour financer toutes ses heures de vol de façon à maintenir sa licence privée en état, il se fait recaler. Sauf que, durant ses entretiens, eh bien, il a quand même impressionné les gens devant qui il était. Et notamment, il aura tapé dans l'œil du directeur des simulateurs de la compagnie exploitant majoritairement à l'époque des 737-300. Eh bien, ce directeur proposera un accès, on va dire plus ou moins libre, à Thomas Salm, en dehors évidemment des heures de formation des pilotes, de façon à ce qu'ils puissent découvrir l'avion. Bien évidemment, vous sentez que le directeur, à ce moment-là, a une petite idée derrière la tête. Même si pour Thomas, le Graal n'a pas encore été décroché, eh bien, c'est quand même un sacré coup de pouce du destin d'avoir cette opportunité. Alors, tout de suite, la passion va virer à l'obsession. Thomas va juste dévorer tous les manuels du 737, que ce soit les manuels de vol, de procédure, les manuels techniques, jusqu'à connaître l'avion sur le bout des doigts. Il répétera même les procédures encore et encore à tel point qu'il pourra les dérouler les yeux fermés. Et quand on dit que la chance sourit aux audacieux, eh bien, on en a un exemple parfait. Il deviendra même technicien de surface au sol, devinez où, dans le hangar des simulateurs. Résultat, ce qui devait être un accès occasionnel, eh bien, devient tout simplement un pass illimité pour accéder aux simulateurs de jour comme de nuit. Sauf que pour Thomas, eh bien, il reste quand même un problème, et pas des moindres, l'argent. En effet, on a vu, un ATPL, ça coûte quand même très cher, quasiment le prix d'une maison, que ce soit à l'époque ou même encore aujourd'hui avec l'inflation. Et malheureusement, l'ATPL est encore bien loin. Et sans ça, eh bien malheureusement, pas question d'avoir un siège dans un avion. C'est à la fin des années 90 que Thomas va décider tout simplement de franchir la ligne rouge. Ayant un accès privilégié aux simulateurs, il a aussi accès aux pilotes qui viennent s'entraîner. Il arrivera donc à se procurer, de façon à copier et falsifier, une licence ATPL suédoise, ainsi que tous les documents officiels qui vont avec. Ces faux documents en poche, il postulera à plusieurs compagnies, pas qu'en Suède, mais également un peu partout en Europe. Et là, bingo, une compagnie italienne du nom de Air One lui donnera sa chance en tant que copilote, puisque dans la hiérarchie, vous rentrez comme copilote, et ensuite, après plusieurs années d'évolution, vous passez commandant de bord quand un siège se libère. Mais ce qui ne vous empêche absolument pas de piloter, puisque le pilotage étant alterné d'un vol à l'autre entre le commandant et le copilote. Ce qui fait que pour Thomas, eh bien, ça y est, le Graal est enfin décroché. Énième coup de chance du destin, ces papiers doivent être traduits en italien pour des raisons justement de procédure et administrative. Ce qui fait que, tout simplement, les papiers présentés à la compagnie aérienne seront des vrais, basés sur des faux, mais au final seront tout simplement des vrais documents. Ce qui fait que Thomas Salm aura sa licence de pilote de ligne officiellement enregistrée en Italie. Bien évidemment, après avoir réussi l'épreuve administrative, Thomas doit quand même prouver qu'il sait piloter. Il passera alors des examens en simulateur, examens qu'il réussira bien évidemment de façon brillante, bluffant même complètement ses instructeurs par sa qualité de pilotage pour son âge. Et oui, ça sera à 28 ans qu'il sera embauché définitivement comme copilote dans cette compagnie italienne Air One. 2 ans au sein de la compagnie, c'est cool, rien à signaler. Thomas est un pilote exemplaire, il fait même partie des meilleurs, à tel point que, tout simplement, il est même promu commandant de bord. En 2006, il changera pour aller dans une compagnie néerlandaise qui s'appelle Corendon Airlines. Compagnie où il sera embauché en tant que commandant de bord, tout comme chez Air One, rien à dire. Tout se passe pour le mieux. Thomas est alors un excellent pilote. Ce n'est pas moi qui le dis, mais tout simplement la compagnie et ses collègues. Bref, tout va pour le mieux. Dans les années 2010, en Suède, à ce moment-là, les archives aéronautiques commencent à être numérisées. Et les agents administratifs qui sont chargés de cette tâche, bien que fastidieuse, eh bien, ne la prennent pas à la légère. En effet, ils en profitent pour faire quelques contrôles comme ça, plus ou moins aléatoires. Et arrivés sur la licence de Thomas, eh bien, ils vont s'apercevoir que quelque chose cloche. En effet, le numéro de licence qui a été donné par Thomas aux autorités aériennes suédoises
eh bien, ne correspond à rien dans les fichiers de l'administration. Les agents ont beau fouiller dans toutes leurs archives, ils ne trouvent absolument rien. C'est alors qu'une enquête démarre. Le 2 novembre, à l'aéroport de Schiphol, aux Pays-Bas, 4 agents des autorités aériennes hollandaises attendent notre équipage qui doivent embarquer pour un vol Schiphol-Ankara. Alors, ceci est une procédure relativement classique et banale, voire même fréquente. Régulièrement, les autorités aéroportuaires et administratives aériennes contrôlent les équipages de façon à s'assurer que toutes les pièces, que ce soit de l'avion ou même de l'équipage, eh bien, soient en ordre. Que ce soit les autorisations de vol, que ce soit les licences, les contrôles médicaux, bref, ils viennent juste contrôler tous les papiers comme si vous, on contrôlait tout simplement votre carte grise, assurance et compagnie. C'est le même principe. Souvent, ça dure très peu de temps parce qu'il y a, en dehors peut-être de quelques défauts mineurs, tout simplement parce que, en cas de moindre problème, c'est un avion avec tous ses passagers et son équipage qui sera cloué au sol, plus de lourdes amendes à la clé, que ce soit pour la personne incriminée ou la compagnie aérienne. Et dans le cas présent, eh bien, ce contrôle se fait à 2 agents. Et là, il y en a 4. Et là, Thomas, il sent que effectivement, il y a peut-être quelque chose qui cloche. Et le truc qui cloche, c'est lui. Bien évidemment, vous l'avez compris, les 4 agents prennent l'équipage avant son entrée dans l'avion, contrôlent tous les papiers et s'aperçoivent que la licence de Thomas n'existe tout simplement pas dans leur fichier. Ils vont alors l'exfiltrer, la compagnie devra dépêcher évidemment un pilote de réserve. Là aussi, procédure qui est courante puisque quand vous prenez un vol, il y a toujours le pilote qui est attribué au vol, mais également un pilote de réserve. Et Thomas, eh bien, avouera tout. Il avouera que oui, effectivement, il a contrefait dans les années 90 sa licence de pilote et que, elle n'a jamais existé. Et là, vous devez certainement vous dire, oula, lui, il a été sacrément dans la sauce et aujourd'hui, il doit être sûrement encore en prison. Eh bien, absolument pas. C'est même tout l'inverse. Effectivement, il y a eu un procès, mais la compagnie aérienne a refusé de porter plainte contre Thomas. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que ses états de service étaient irréprochables. Il a piloté pendant 15 ans où il n'y a eu aucun incident. Les résultats de ces tests, que ce soit en simulateur ou en vol, sont tous brillants. Il faisait partie même des meilleurs de la compagnie. Il a même fait de l'instruction. Quand il a eu des problèmes à résoudre ou des urgences, il a toujours réagi de façon très professionnelle et très qualitative. Bref, la compagnie aérienne sera même allée jusqu'à le défendre devant le tribunal. Et ça se ressentira même dans le verdict qui le condamnera à 2 000 € d'amende et 1 an d'interdiction de vol. Ce qui est entre nous complètement ridicule pour quelqu'un qui aura volé pendant 15 ans avec une fausse licence de pilote de ligne. Thomas acceptera bien évidemment la sanction puisqu'il était parfaitement au courant des risques qu'il courait, même si il pensait qu'il allait quand même avoir bien plus que ça, mais il s'est dit quand même que voilà, bon, c'est fait, il en a profité pendant 15 ans, il aura pu vivre son rêve et que maintenant c'était peut-être le signe de passer à autre chose. Sa deuxième passion étant la photo, il est aujourd'hui justement photographe professionnel pour tout un tas d'événements et quand on lui parle de l'aviation, il répondra juste qu'il en garde un bon souvenir et que maintenant, il n'a aucun plan justement concernant l'aviation. Il a même écrit un livre au titre évocateur qui s'appelle Confession d'un pilote imposteur, les 13 ans de Thomas Salm dans le ciel. Alors, parlons justement de la place des diplômes en France, parce que, au fond, l'histoire de Thomas Salm nous amène quand même pile sur ce sujet. Est-ce que l'on juge les gens de par leurs compétences ou bien de par un simple bout de papier? Je tiens quand même à préciser quelque chose, c'est que dans le cas de Thomas Salm, il a quand même falsifié des documents. Et ça reste illégal, quel que soit le pays, bien entendu. C'est pour ça que je ne parlerai pas justement des documents en soi, ou et de leur falsification, mais tout simplement du rapport qu'il existe entre les compétences et un diplôme prouvant ou non l'existence de ces compétences. En France, le diplôme, c'est bien plus qu'un simple certificat, c'est un passeport social et professionnel. Si tu as le bon diplôme, les portes s'ouvrent. Si tu ne l'as pas, malheureusement, eh bien, elles se ferment. Et ça, peu importe ton talent. Et ça, déjà, c'est un réel problème qui touche très tôt beaucoup de gens, notamment dans les grandes villes. Tout simplement parce que des parents qui n'ont pas forcément les moyens de mettre leurs enfants dans des grandes écoles privées ou juste dans des écoles privées qui ont une certaine réputation, vont les mettre dans les écoles publiques en bas de chez eux dans leur quartier. Mais il suffit que ce quartier soit défavorisé pour X raisons, comme il en existe quand même beaucoup en France, eh bien cet enfant part déjà avec un méga désavantage social qui fait que quand il ira
toquer aux portes d'écoles un peu plus prestigieuses ou d'écoles de renommée comme des grandes écoles de commerce ou des grandes écoles comme HEC, Sciences Po et compagnie, eh bien son cursus malheureusement risque d'être une sacrée bûche dans sa roue. Alors qu'on peut estimer de façon légitime que quelqu'un qui vient d'un quartier défavorisé parisien, s'il tape à la porte de l'école HEC Les Mines par exemple, eh bien on peut se douter que ce n'est pas pour faire du tourisme et que par conséquent son background scolaire ne doit pas intervenir dans ses motivations ni ses compétences. Alors je sais que de une c'est un exemple qui est très minoritaire et je sais également que ça justement le gouvernement tend à essayer de l'effacer au plus possible à l'aide justement de tout un tas de petites passerelles à gauche à droite avec des petits concours. Et ça, c'est ce qu'on appelle la méritocratie, qui est très chère à notre gouvernement actuel. Alors, je me dois bien évidemment par honnêteté vous préciser quand même quelque chose. Attention, dans certains métiers réglementés, médecin, avocat, pilote, infirmier ou d'autres encore, il est bien évident qu'une formation YouTube ou Snapchat ne suffit pas. Là, il faut une vraie formation, un vrai diplôme qui a été vraiment certifié, quelque chose qui soit solide, encadré, qui nécessite un réel cursus même de plusieurs années. Et par conséquent, que vous ayez ou non les compétences, sans diplôme, il vous sera juste interdit, tout simplement, de pouvoir exercer. Là, ça paraît quand même normal, puisque j'aimerais bien que le médecin ou le chirurgien qui va mettre ses petits doigts dans mon bide, eh bien, ait quand même un minimum d'études. Et ça, que ce soit tout simplement validé par un diplôme. Alors, là aussi, dans la précision, il y a une autre précision à faire, précisionception. Il existe maintenant un petit peu plus, ça se démocratise tout simplement, des passerelles qui vont venir justement par acquis de compétences ou validation de compétences, pouvoir vous transporter d'un métier à un autre et d'un métier à un métier réglementé sans avoir à refaire tout le cursus derrière. Et ça, notamment, je sais que ça existe dans les professions médicales et dans le milieu juridique. Bien, maintenant, la réalité de la chose, on ne va pas se le cacher, c'est qu'il restera quand même beaucoup plus facile de passer d'avocat à agriculteur que l'inverse. Ça, malheureusement, c'est le schéma français. Pour en revenir à nos diplômes et ce qu'ils valent, eh bien ça, c'est profondément culturel, dans le sens où c'est très largement et très profondément ancré dans la culture française. On a grandi avec l'idée que le diplôme, c'est la garantie de sérieux, de légitimité, comme je vous ai dit que c'était un passeport social. Sauf que, bah voilà, grandes écoles, grands concours, grands titres ronflants, bref, tout ce système valorise le papier, mais pas vraiment la pratique ni les compétences. Il suffit tout simplement de regarder nos politiques. Ça fait des grandes écoles, ça vient de grandes entreprises, mais malheureusement, les compétences restent quand même très largement douteuse. Maintenant, vous pourriez me dire, oui, mais dude, là, toi, tu as des œillères qui sont refermées sur la France. À l'étranger, ça se passe sûrement différemment. Alors, si on compare à d'autres pays, eh bien, on se rend compte quand même que nous, eh bien, on est très légèrement, voire assez coincé. Effectivement, en Allemagne, par exemple, l'apprentissage est très valorisé. Tu bosses en entreprise en même temps que tes études. Résultat, quand tu décroches ton diplôme, tu as déjà l'expérience, la pratique, et au moins tu n'as pas ce delta entre ce que tu vois en classe et ce que tu vois en entreprise sur le terrain. Les États-Unis sont même encore plus ouverts sur ce système. Le diplôme compte, oui, bien sûr, mais ce qui fait la différence, c'est tout simplement ton réseau, ton résultat, tes compétences, ton background vraiment professionnel et ce que tu as vraiment accompli. On valorise beaucoup plus les self-made men, vraiment les gens qui se sont fait eux-mêmes, indépendamment de leur diplôme ou non, que des personnes avec un CV qui va faire une page avec juste mis en gros que je sors de telle grande école ou que j'ai tel gros diplôme. Dans les pays nordiques, c'est également complètement différent du schéma français. On mise avant tout sur la confiance, l'efficacité, le diplôme, oui, mais pas comme un outil décisionnel. Et c'est là où on touche au grand paradoxe français. Ici, on préfère embaucher un diplôme en se disant que gros diplôme, grande école, grandes compétences et gros plus et grosse valeur ajoutée pour l'entreprise. Et ça, franchement, eh bien, c'est plutôt la recette magique pour planter une société. Tout simplement parce que en France, notre système bien franco-français de CDD et CDI, qui reste pour moi complètement abject et débile, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Tout simplement, on se retrouve avec des incompétents qui vont coller à leur poste comme des moules à leur rocher, qui seront indélogeables, qui, au premier doigt levé, vous colleront un prud'homme
diplôme. Tout ça parce que ce sont des gens qui ont eu le bon papier au bon moment, mais qui n'ont tout simplement pas les compétences à la hauteur de leur ambition. Et pendant ce temps-là, tu as des passionnés, des vrais, des gens qui vont être mordus par un sujet, qui vont développer des compétences, qui vont s'auto-former, qui seront des purs autodidactes, et ceux-là, eh bien, tout simplement, ce sont les meilleurs. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont aucune obligation. Le problème, c'est qu'ils vont rester sur le carreau, tout simplement juste parce qu'ils n'ont coché aucune case. Pas de diplôme, rien qui ne va certifier que leurs compétences existent, sont bien présentes. On ne leur demandera même pas de le prouver. Et ces gens-là, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Eh bien, tout simplement, ils vont partir. Et un indice, eh bien, ce n'est pas en France. Maintenant, ça nous amène à une question qui est justement en rapport avec ce que je vous disais en début d'épisode et le niveau global qui juste décroît à partir du moment où un diplôme a été obtenu. C'est-à-dire, est-ce que, en règle générale, le niveau des Français baisse après l'obtention d'un diplôme ou d'un examen ? Et voire même, plus grave encore, est-ce que nous sommes carrément obligés de baisser le niveau des examens eux-mêmes de façon à ce que, tout simplement, les Français puissent l'obtenir ? Salut! Savais-tu que plus de 80% des gens qui écoutent ce podcast le font en allant au travail et en reparlent autour de la machine à café avec leurs collègues? Mais c'est pas tout, ils en parlent même quand ils rentrent chez eux le soir. Alors si toi aussi tu apprécies les sujets dont je parle dans l'émission Les couilles sur le réservoir, n'hésite pas à commencer par les 5 petites étoiles parce que ça fait toujours plaisir, mais surtout à en parler autour de toi et à nous retrouver sur les réseaux sociaux, TikTok, Instagram, @sur le réservoir et notre boutique en ligne sur lereservoir.fr. Si on écoute certains médias, on pourrait croire que oui, des générations qui ne savent plus lire, ni écrire, compter, qui utilisent juste leurs doigts pour cliquer sur des boutons, des écrans, enfin bref, voire se le mettre dans le nez, et encore s'ils arrivent à trouver ne serait-ce qu'un seul trou. Mais est-ce vraiment le cas ? Eh bien, la réalité est quand même beaucoup plus nuancée, comme d'habitude, malgré tous les chiffres et graphiques que l'on peut vous sortir. D'un côté, les évaluations internationales montrent que la France stagne, voire recule légèrement dans certaines compétences. Ça, c'est une réalité. Mais d'un autre côté, ce que certains appellent baisse de niveau correspond aussi à une évolution des programmes. Effectivement, les programmes ont changé, les méthodes pédagogiques aussi, ça évolue, surtout ces dernières années. Et là, je vais m'arrêter quelques secondes pour préciser quelque chose, c'est que l'éducation nationale n'a jamais subi autant de réformes que ces dernières années. Le problème, c'est que ça va de réforme en fonction des nouveaux gouvernements qui se succèdent. Et sachant que, pareil, ces dernières années, nous n'avons jamais eu autant de premiers ministres ni de nouveaux gouvernements quasiment tous les 6 mois, sauf que, dans le même temps, eh bien, on note tout simplement une baisse drastique du nombre d'enseignants. Effectivement, c'est un métier qui ne séduit plus, de par, justement, le niveau des élèves ainsi que leur comportement, et je dirais même le comportement des élèves et leurs parents, et je rajouterai encore quelque chose en disant le comportement des parents, tout simplement, ce qui fait que l'éducation nationale française, eh bien, est juste en train de se traverser une petite crise identitaire, n'ayant tout simplement plus les moyens, que ce soit pédagogiques, humains ou même financiers, d'éduquer correctement ses élèves. Ce qui fait que ceux qui ont une éducation correcte, avec des facilités, vont eux s'en sortir de façon honorable, alors que ceux qui se retrouvent en difficulté, eh bien, le resteront. Et concernant l'intermédiaire, ne cherchez pas, parce que tout comme dans la société française, eh bien, il n'y en a maintenant plus. Sauf que voilà, ça ne vous aura pas échappé qu'en France, il subsiste quand même un gros souci. Le monde scolaire et nos politiques ne savent tout simplement pas du tout maîtriser et intégrer les nouveaux outils numériques. Ça ne vous aura pas échappé que chaque ministre de l'Éducation qui s'est succédé à la tête de ce ministère ces dernières années, eh bien, nous étions plus proches d'une moyenne d'âge de 60 ans que de 30 voire 40. Et ça, en termes de vision, eh bien, on s'aperçoit que ça pose problème. Et pas que dans le ministère de l'Éducation, on s'aperçoit que dans tout un tas d'autres ministères, l'âge avancé de certains ministres et ou autres politiques, eh bien, cause un réel problème au niveau du leadership de ce propre ministère et des décisions qui sont prises, puisque en décalage complet avec les générations actuelles et la période actuelle. Aujourd'hui, la jeunesse est entourée de technologies, et ce, très tôt, de façon très abondante. Mais dans beaucoup d'établissements, eh bien, tout simplement, l'usage du numérique n'est ni valorisé, ni reconnu, et encore moins appris. Pour preuve, en France, récemment, on a eu tout un tas d'articles de presse concernant l'interdiction des téléphones portables au lycée. Voilà, donc au lieu de faire de la pédagogie, de la prévention, de l'éducation, éduquer même les parents, eh bien, on préfère tout simplement interdire, ce qui est quand même beaucoup plus simple, mais beaucoup plus contre-productif également. Et ça nous amène aussi à un autre sujet. Pourquoi continuer à apprendre par cœur des infos, des fois ridicules, même souvent inutiles,
alors qu'on pourrait tout simplement apprendre à utiliser les outils qui nous permettent d'aller chercher ces mêmes infos en un seul clic et remplacer l'apprentissage par cœur par tout simplement la formation aux outils qui permettent d'aller chercher et récupérer ces informations-là permettra tout simplement de libérer du temps pour pouvoir justement se former à tout un tas d'autres compétences qui, elles, serviront dans la vie réelle. Google, Wikipédia, ChatGPT ainsi que tous les autres, eh bien tout est là. Ce qui compte, ce n'est plus de mémoriser un chiffre, une date ou je ne sais quelle formule, mais tout simplement de savoir aller la trouver, l'analyser et utiliser l'information. Ce qui permet également d'apprendre indirectement aux élèves de développer leur esprit critique et tout simplement de ne pas se fier à ce qu'on leur colle sous les yeux en leur demandant d'ingurgiter ça bêtement. Pourtant, le système scolaire français continue de valoriser la mémorisation pure, et ça on le retrouve dans tous les programmes, alors que l'apprentissage pratique, numérique et méthodique est à peine reconnu. Résultat, on forme des étudiants à réussir des examens, à cocher des cases, des QCM de façon à les réussir, mais le problème, c'est que ça, dans le monde réel, ça ne se passe pas comme ça. Et ça a des conséquences directes et même très importantes. Et l'impact est aussi très fort. Ça nuit fortement à l'esprit critique et ça renforce les croyances et les idées reçues. Parce qu'on apprend à répéter des informations plutôt qu'à les questionner. Et c'est d'autant plus grave puisque, comme je vous disais, dans son cursus scolaire, un élève va tout simplement perdre énormément de temps pour rien. Pourquoi? Parce qu'on va le forcer à apprendre des choses qui lui serviront pour l'examen, mais on ne vérifiera pas justement l'état de connaissance de ces éléments tout au long de sa vie, ce qui est aussi normal. Et donc ces connaissances vont être amenées à disparaître, ce qui veut dire que l'on va venir prendre du temps à un élève, à l'obliger à mémoriser un certain nombre de connaissances dont il ne se servira absolument plus jamais. Résultat, nous faisons perdre du temps à nos élèves alors que ce temps précieux pourrait être remplacé par quelque chose de beaucoup plus bénéfique pour sa vie future. Alors, baisse du niveau scolaire, peut-être, suivant certains indicateurs. Le problème, c'est que, comme d'habitude, les chiffres, on leur fait dire de une ce que l'on veut et de deux ce que l'on a besoin. En fait, le niveau ne baisse pas. Tout simplement, il évolue, mais le problème, c'est surtout la culture autour du diplôme scolaire qui crée un vrai problème. Elle bloque des talents et freine la créativité et surtout, elle sous-évalue des compétences pratiques. Et c'est ça le vrai problème de la France, c'est que malheureusement, elle a la mauvaise habitude de réformer tout simplement tous les 6 mois, que ce soit l'enseignement, que ce soit le permis de conduire, que ce soit le monde du travail, les taxes, bref, vous avez tous les 6 mois une nouvelle réorganisation qui est faite, ce qui fait que tout simplement, au bout d'un moment, oui, naturellement, le niveau finit par baisser puisque l'on n'est plus capable derrière, d'un point de vue humain, financier, support, d'assurer la continuité du service et de l'apprentissage. La France n'est tout simplement plus capable d'assurer un modèle d'apprentissage solide. Mais maintenant, qu'en est-il de l'état de relation entre justement les compétences et le diplôme? Il faut dissocier la formation du diplôme. Et le diplôme est censé représenter une sorte de porte de sortie, mais également une validation des connaissances et ou des compétences. Sauf que ça, on l'a vu, en 2025, ce n'est plus vraiment le cas. Et on a tous autour de nous tout un tas d'exemples de personnes qui ont passé des examens, qui ont soit raté l'examen, mais qui étaient très bons dans leur formation, ou l'inverse, qui étaient très mauvais dans leur formation mais qui ont eu l'examen et qui sont restés très mauvais. Bref, les combinaisons sont évidemment quasiment infinies et très nombreuses, mais voilà, vous comprenez que finalement, quel que soit l'examen, quel que soit le diplôme passé, eh bien ce n'est pas le diplôme qui fait ou fera les compétences. L'acquisition de connaissances, lorsqu'elle est bien faite, et surtout bien encadrée, eh bien, ne passe plus forcément par un diplôme traditionnel. Tout comme cette acquisition de connaissances n'a maintenant plus besoin de passer par les voies normales de l'apprentissage. On peut très bien se former complètement à un métier tout seul, depuis chez soi, devant son ordinateur. Sauf que là, bien évidemment, ça demande énormément de rigueur, d'investissement personnel et surtout de temps. Mais ce n'est pas impossible. Et c'est pour ça qu'il serait beaucoup plus intéressant qu'au lieu de diplômes traditionnels, on puisse ajouter, par exemple, des vérifications de compétences ponctuelles qui seraient motivées tout simplement par une reconnaissance des compétences, et ça de façon soit périodique ou soit de façon ponctuelle, soit sur demande de la personne ou soit sur demande de l'administration, tout comme on fait pour les pilotes. Mais tout cela ne serait valable que si les mentalités changent, bien évidemment. Il faut aussi que ce soit les entreprises ou que ce soit la population en général, comprennent que maintenant, un diplôme n'est plus un passeport social,
ni même un ticket pour une certaine élite, que c'est simplement un bout de papier qui traînera dans un fond de tiroir et qui ne servira peut-être même absolument jamais. Et qu'il serait peut-être bon de mettre beaucoup plus en avant la motivation complétée des compétences ainsi que l'ambition de la personne. Bon, il y a aussi tout un tas d'autres points que les employeurs devraient revoir, et ça, je vous assure que ça ferait du bien car on les entendrait quand même beaucoup moins pleurer et se plaindre des mauvaises embauches. Voilà, il n'y a pas de mauvais élèves, il n'y a que des mauvais professeurs. Bien sûr, il reste des diplômes incontournables, mais là encore, ce n'est pas impossible de pouvoir modifier un petit peu l'accès à ces diplômes, tout simplement car dans le monde scientifique, à titre d'exemple, les amateurs, gros crochet avec mes petits doigts boudinés, c'est-à-dire des personnes ayant les compétences mais pas les diplômes, eh bien ne sont juste pas reconnus par leur père. Enfin, par leur père, ce ne sont pas leurs pairs puisqu'ils ne sont même pas considérés comme des scientifiques et pourtant leurs travaux peuvent avoir autant de valeur que ceux des universitaires, voire même de certains chercheurs. Et en effet, pour ça, on peut même citer le cas de Marjorie Rice, qui est une mère au foyer dans les années 90 à peu près, sans formation académique, complètement étrangère au monde de la recherche, voire même au monde scientifique, mais qui a très fortement contribué, et ça de façon remarquable, à la recherche en termes de géométrie mathématique. Elle a finalement été reconnue, mais seulement en passant par un représentant académique qui portait tout simplement sa voix. Et aujourd'hui encore, ce type de situation est loin d'être rare. Alors petite parenthèse, pour ceux qui sont excités par les mathématiques, voire même par la géométrie, allez voir tout simplement la petite page Wikipédia de Marjorie Rice et ainsi lire tout ce qu'elle a pu développer là-dessus, parce qu'après elle a carrément établi des travaux de recherche sur les pavages pentagonaux. Voilà. Alors pour le commun des mortels, c'est pas spécialement sexy, mais pour ceux qui aiment les mathématiques et surtout la géométrie, apparemment, il y a de quoi se faire vraiment plaisir. Et en plus de ces travaux, de façon plus large, ça pose quand même question sur la place des femmes dans le monde de la recherche et dans le monde de la recherche académique. Et c'est surtout que c'est toujours d'actualité, malheureusement. Voilà. Donc ça permet toujours de remettre un petit peu la question sur la table. En France, et comme dans bien d'autres pays, on a vu effectivement qu'il y a quand même des professions qui sont réglementées. Et ces professions, sans diplôme, vous n'avez aucun moyen de les exercer. Ou tout du moins, si vous l'exercez sans diplôme, eh bien vous êtes hors la loi. Bon, ça, on a déjà vu beaucoup d'exemples dans le charlatanisme et pas mal de pratiques illégales de la médecine, mais ça, bon, les personnes concernées soit ont été déjà condamnées ou le seront, puisque c'est juste la loi, mais ces mêmes personnes devraient savoir que si elles ont réellement des compétences en médecine, ou par exemple dans le milieu juridique, ou toute autre profession réglementée, eh bien il existe quelques passerelles. C'est-à-dire que vous pouvez avoir les compétences, mais pas le diplôme, simplement par manque d'argent, de temps, de tout ce que vous voulez bien. Et donc ces passerelles vers des métiers réglementés commencent à se généraliser et ainsi se simplifier. Aujourd'hui, si vous avez par exemple un métier dans le monde juridique, eh bien, au bout d'un certain nombre d'années, vous pouvez faire valoir vos compétences pour, par exemple, devenir avocat. Dans le monde médical également, vous avez quelques petites passerelles comme ça qui vous permettent d'accéder à certaines professions. Alors, je ne voudrais pas dire de bêtises parce que je n'ai pas eu le temps de vérifier évidemment toutes les passerelles qui existaient, mais de mémoire, je crois que par exemple, si vous êtes infirmière ou infirmier pendant X temps, vous pouvez faire une passerelle vers un métier comme par exemple kiné ou quelque chose comme ça. Bon, là, je parle vraiment un peu dans le flou sur ma mémoire qui n'est pas spécialement bonne, surtout dans ce milieu-là. Donc, c'est à confirmer, mais je sais que ce genre de choses quand même existe. Et cette flexibilité de pouvoir justement faire valoir ses compétences pour aller se balader d'un poste à un autre, eh bien, c'est royal. Dans beaucoup de pays, c'est mis en valeur, sauf en France. Et c'est ça qu'il faut développer. Il faut repenser en profondeur la manière d'apprendre, la manière de transmettre et surtout mettre en place un véritable système de contrôle des connaissances, tout comme vous avez par exemple des fois le CCF, contrôle en cours de formation. Eh bien, pourquoi pas faire la même chose pour tous les autres examens que l'on passe pendant une vie, et notamment le permis de conduire, car derrière, il y a un réel enjeu de sécurité routière, et on sait toujours que la prévention est beaucoup plus productive et économique que d'avoir à traiter la pathologie une fois qu'elle est installée. Et ça, on peut l'appliquer à énormément de domaines dans la vie courante. Et pour revenir à cette histoire de code de la route, après chaque accident impliquant une personne âgée, on reparle du contrôle régulier pour le maintien du permis de ces mêmes personnes. Eh bien ça c'est en réalité ce que l'on appelle un chiffon rouge et c'est largement inefficace. C'est simplement quelque chose que l'on brandit comme ça
histoire de une détourner votre attention sûrement de d'autres sujets problématiques du moment, mais c'est surtout histoire de vous dire: «Oui, oui, regardez, on va mettre ça en place» et bah, à chaque fois ça ne se fait pas. J'ai 40 ans, ça fait 40 ans que j'en entends parler et ça fait 40 ans que ce n'est toujours pas en place. Le vrai problème est bien sûr ailleurs. La majorité des conducteurs passent un examen, l'obtiennent, que ce soit le code et ou le permis, et puis bah, ne s'en servent absolument plus jamais. Voilà, plus jamais ils ne reviennent sur leurs compétences, plus jamais ils ne requestionnent leur capacité à pouvoir conduire en sécurité, et surtout, eh bien, ils voient leurs compétences décliner au fil du temps, car les règles changent, des nouvelles choses s'ajoutent. On peut prendre l'exemple, par exemple, des ronds-points, ce trou noir du code de la route que la majorité des conducteurs ne savent pas prendre du tout. Et c'est catastrophique, voire dangereux. Et c'est bien pour ça que l'on voit des conducteurs qui vont jusqu'à développer leurs propres règles de conduite. Et c'est bien pour ça que la mise en place de contrôles périodiques, tout comme un contrôle technique pour les véhicules, eh bien pourquoi pas ne pas mettre un contrôle technique sur les conducteurs eux-mêmes, de façon à contrôler leurs compétences de conduite et à renouveler ou non leur permis, puisque je vous signale quand même que c'est ce que l'on fait déjà dans le domaine maritime ou dans le domaine de l'aviation. Les professionnels dans le milieu du transport sont soumis à des contrôles réguliers et dans le cas où ils échouent, eh bien on les interdit de reprendre soit le manche ou la barre, voire le volant pour par exemple certains chauffeurs. Et c'est là où l'histoire de Thomas Salm est pour moi extrêmement instructive, dans le sens où on a quelqu'un qui avait les compétences, qui avait même un excès de compétences, qui était vraiment excellent dans son domaine, mais qui n'avait juste pas l'argent pour payer le bout de papier qui allait valider tout ça. Et Thomas Salm, en tant que passionné de l'aviation, n'était pas idiot, il savait comment ce milieu fonctionnait, il savait très bien qu'il allait être soumis à des contrôles réguliers. Mais comme il savait également que ses compétences étaient solides, puisqu'il avait déjà fait l'objet lors de ses entretiens d'embauche justement de ces pré-contrôles, eh bien, c'est là où il s'est dit que tout ce qui le séparait du siège de pilote était simplement ce petit bout de papier qui lui manquait. Et c'est bien pour ça qu'il aura falsifié ce document. Comme je vous ai dit, oui, ça reste une falsification de document, mais derrière, on a quand même 13 ans d'état de service sans faute. Et c'est là où ça change de toutes ces histoires de faussaires ou d'arnaqueurs que l'on entend parler un peu à gauche à droite, de personnes qui viennent falsifier des documents, qui viennent se donner des compétences, mais ces compétences restent absentes, ou tout du moins peut-être étaient là à un certain moment, mais auront disparu. Et c'est le problème aussi que l'on rencontre sur la route, et c'est à l'inverse le problème que l'on rencontre avec le système éducatif français, où on donne des diplômes à des gens qui bah, n'ont pas forcément ces compétences-là. Donc ça revient à mentir, à escroquer les personnes à qui on proposera ces services par après. Je terminerai en citant Frédéric Becbédé: méfiez-vous des gens bardés de diplômes, ce sont statistiquement les plus lâches. C'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. Alors je sais, j'ai mélangé quand même pas mal de choses, c'est intentionnel, de façon à justement faire ressortir la complexité un petit peu de ce problème, parce que c'est pas juste une reconnaissance des diplômes, un problème de niveau ou je ne sais quoi, c'est vraiment un tout. C'est un tout, c'est tout simplement un système qui est vieux, un monde qui est maintenant complètement nouveau et qui se régénère quasiment tous les ans, plus derrière des décisions politiques qui sont prises. Enfin bref, vous voyez, c'est assez complexe comme système. C'est très facile de critiquer, mais c'est aussi très compliqué de pouvoir réorganiser tout ça de façon fluide pour que ça marche. C'est bien pour ça que ça marche pas, c'est que si vous réorganisez tout du jour au lendemain, dans 6 mois, faut tout recommencer. Donc trouver quelque chose qui soit solide en termes d'apprentissage, d'éducation, de mise en place de contrôle et ainsi de suite. Déjà, il faudrait faire ça avec un gouvernement qui soit stable, et Dieu sait qu'au moment où j'enregistre, c'est compliqué. Donc c'est pour ça que c'est un sujet complexe. Maintenant, il y a quelque chose qui est facile à mettre en place, par contre, c'est la mentalité des gens, et la mentalité, par exemple, des Français en premier. Au lieu de demander aux personnes quels sont vos diplômes, juste quelles sont vos compétences. Et là, ça change tout. Ça change complètement tout. Moi, par exemple, si vous me demandez mes diplômes, je vais vous dire j'ai tel diplôme. Par contre, mes compétences, bah, j'ai les compétences de mon diplôme parce que j'ai travaillé dans ce milieu-là, mais j'ai aussi tout un tas d'autres compétences sans diplôme. Mais je sais que j'ai d'autres compétences et il y a d'autres domaines dans lesquels je suis bon. Tout
comme plein de gens, en fait. Et c'est ça le problème aussi du monde professionnel en France, c'est que les RH, les employeurs et tout sont focus sur les diplômes, les grandes écoles et ainsi de suite. Et vous vous retrouvez avec des putains de blaireaux, des fois des postes décisionnels, et ils vous foutent un bordel pas possible. Et ça, j'en ai rencontré dans ma vie, et j'en rencontre encore des gens qui viennent pleurer en disant oui, je comprends pas, machin ci, machin ça, machin. Bah ouais, mais les gars, vous avez embauché un diplôme, vous n'avez pas embauché des compétences là. Donc c'est pour ça, c'est un sujet complexe, et je pense qu'il faut prendre le mal par la racine, et que les gens se rendent compte que il faut faire évoluer les mentalités. Tout comme sur la route, ça aussi, c'est un sujet. On est tous passés par là. Et ouais, moi, tous les jours, je vois des dingueries sur la route, comme il y en a partout. Et donc, je me dis qu'il est essentiel à faire justement des contrôles. Au lieu de réformer les permis au fur et à mesure, basés sur des lobbies, du lobbying de merde, il faudrait vraiment, si on veut faire avancer la sécurité routière, mettre en place des solutions sérieuses. Comme la FFMC avait apporté des alternatives au contrôle technique, il faut apporter des alternatives à des réformes à la con qui viennent dire, alors on va brider les motos, on va brider les voitures, on va rajouter ça au contrôle technique, on va faire ci, on va demander aux constructeurs de mettre X plus d'airbags, enfin bref, c'est à un moment donné juste les gars, contrôler un petit peu les compétences routières des gens, et on pourrait au moins avancer là-dedans et ne pas avoir à passer de 90 à 80 km/h ou à se retrouver avec des radars, machin et tout. Donc c'est vraiment une histoire d'éducation, en fait. Et ça, moi, je l'ai vu, j'ai eu la chance d'aller dans plusieurs pays, et on se rend compte que l'éducation des gens, déjà, est une chose, c'est, on va dire, 70% du boulot, mais que derrière, si en plus ils savent que on leur met des checkpoints et qu'on vient leur dire, bon bah voilà, tous les 5 ans, ou dès qu'il y a une réforme du code de la route ou quoi, bah hop, on vous fait une petite session, et c'est voilà. Puis si jamais vous merdez, bah poum, on vous suspend le permis, puis vous devrez repasser. Alors ça ferait grincer des dents, c'est sûr, mais derrière, au bout d'un moment, voilà, ça serait accepté. Tout comme le contrôle technique a fait grincer des dents les motards. Aujourd'hui, on n'entend plus parler. Donc et les gens l'ont accepté, ça y est, c'est intégré, comme à chaque fois. Donc le français, comme on dit, hein, l'emblème du coq, parce que c'est le seul qui gueule les 2 pieds dans la merde. Donc voilà, je pense qu'il serait quand même temps, à un moment donné, de prendre les choses en main, et quand je vois, j'ai un ami qui vient d'avoir sa nationalité française, c'est une procédure qui a duré 2 ans, et quand je vois lui, ce qu'on lui a demandé pendant 2 ans, les contrôles qu'il a subis pour savoir si, oui ou non, il était bien intégré, s'il avait bien les connaissances nécessaires pour vivre en France, machin et tout. Moi, personnellement, je n'aurais même pas été capable de répondre à 1% de ces questions. Voilà, sauf que lui, il a dû passer ça, puis il a dû réussir. Donc, voilà, c'est faisable. On le fait pour les étrangers qui réclament la nationalité française. Pourquoi pas le faire pour les Français qui vivent en France? Puisque, voilà, je sais pas, c'est quand même plus dangereux de laisser quelqu'un sans compétence conduire une voiture qu'un étranger qui va demander sa nationalité française pour pouvoir bosser tranquillement et nourrir sa petite famille. Donc, c'est pour ça. Il y a beaucoup de choses que j'aimerais bien qui bougent un petit peu, de façon à me sentir un peu plus en sécurité quand je sors, à tous les niveaux. Et c'est pour ça que cet épisode, j'ai voulu faire ressortir la complexité par une espèce de brouillard comme ça, de tout un tas de choses, mais c'était fait exprès. Maintenant, n'hésitez pas à en discuter entre vous, à venir m'en parler sur Instagram, @surlereservoir. Sur ce, moi, je vous fais des bisous, et comme disait Valérie, au revoir. Now the moral of this story, there's more to life than jazz and bars. So plop your ass down in the sand and look up at the stars. And if you're feeling homesick, bring a showgirl or two. Toss them out a volleyball and hey, enjoy the view. What's that? That's a shell. That's what your little sister's gonna come out of when I date her. You understand what I'm saying, boom? Oh, those things swimming out there? Hey, that's dolphin. You know, flipper, that's what they make the tuna sandwiches out of, make them taste good. They sell them at the deli, you know what I'm talking about?